En gros, ouais, on vient assez régulièrement pour les soutenir, parce que je pense que c'est vraiment une situation très très compliquée pour la culture, mais pas que, pour tous les intermittents, pour les intermittents du travail, pour les intermittents de la culture bien sûr, mais aussi pour la société. On a besoin de vivre, on a besoin de voir les choses. Et là, actuellement, même avec ce soi-disant confinement non confiné, on se sent pas bien, quoi. On a besoin d'échanger. Et vous avez un lien particulier avec le monde de l'art ou des intermittents? On a un lien, oui, particulier. On est président du plus petit cirque du monde et moi je suis vice-président du plus petit cirque du monde à Bagneux. Et donc oui, on a un lien particulier parce qu'on est touché là aussi. C'est une école de cirque qui se trouve dans un territoire particulier de banlieue et on est sous les contraintes de pas de spectacle, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus réagir comme on le souhaiterait pour le social. Merci beaucoup. De rien. Comme ça ici. Le quoi? Voilà. Ah, il était en bas. Je rame là maintenant pour retrouver des dates. En plus en étant toujours en période de couvre-feu, donc avec les salles de spectacle toujours fermées, c'est d'autant plus dur de trouver des contrats, des dates, des concerts. Ouais, alors moi je suis musicienne, je suis chanteuse aussi, je pourrais dire exactement la même chose que mon camarade, sauf qu'en fait je suis pas là pour ça, ici. Je suis là parce que les revendications qui sont portées par ce mouvement sont des revendications qui me parlent, qui dépassent le simple cadre de la culture, de l'intermittence du spectacle, évidemment. Et parce que je pense qu'il faut se battre ensemble et converger pour pouvoir rétablir un équilibre dans cette société. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose là qui se joue dans l'occupation des lieux culturels. Ici, dans l'occupation, nous avons des guides conférencières, nous avons une architecte, nous avons des gens qui viennent de beaucoup d'horizons différents. Sur la place de l'Odéon, depuis 17 jours, il y a des gens extrêmement divers qui viennent pour réclamer que cette société qui privilégie l'ouverture des centres commerciaux plutôt que les lieux de culture rétablisse un équilibre. Voilà. Et justement, vous me parliez des revendications, quelles sont-elles? Je t'en prie. Il y en a plusieurs, on peut se les partager. D'abord, la principale, c'est le retrait de la réforme, la contre-réforme d'assurance chômage. Et donc ça, c'est vraiment le cœur un peu de nos revendications. Il faut que cette convention d'assurance chômage, elle concerne tout le monde. On est tous pris dans des formes d'emploi qui alternent du travail et de l'indemnisation. Et donc, à ce titre, on passe tous à un moment donné par la case chômage pour pouvoir ensuite rebondir sur des contrats prochains. Donc il s'agit d'en finir avec cette réforme. Ça fait déjà pas mal d'années, mais là, depuis le gouvernement Macron, ils ont vraiment introduit des dispositifs qui sont très iniques, très agressifs pour les chômeurs, comme jamais ça ne l'a été. La division des indemnisations par 2, par 3, par 4 des fois, des ouvertures de droits qui sont rallongées, il faut faire, les périodes de référence sont de plus en plus longues, la dégressivité des allocations est de plus en plus, on pourrait dire, rapportée. Et donc voilà, c'est de plus en plus difficile de vivre, tout simplement. Voilà. Ce mouvement est parti au départ, est parti de l'idée de la réouverture des lieux. Il dépasse complètement ce cadre-là. Encore une fois, nous, on a la chance d'avoir eu une année blanche, même si on réclame la deuxième année blanche parce que de fait, on n'a pas pu travailler en tant qu'artiste ou technicien. Mais on se bat aussi pour que tous les précaires de l'emploi puissent avoir puissent avoir des droits et que notamment que ces droits soient rattachés à la personne et non pas à l'emploi. Ça fait partie aussi des revendications importantes. D'accord. Justement, dans mon cas personnel et pas mal d'amis autour de moi, j'étais censé avoir droit à un certain nombre d'aides, que ce soit des fonds de solidarité ou autres, se sont retrouvés un petit peu sur le carreau avec des procédures qui n'allaient pas jusqu'au bout, des belles paroles qui n'étaient pas concrétisées. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont dans ce cas-là? Est-ce que vous pouvez me faire part de quelques situations ou de la vôtre, si vous-même vous avez eu des soucis à ce niveau-là?
Alors il y a le cas des guides conférenciers par exemple, qui sont ici, qui n'ont droit à rien, tout simplement, à rien. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni intermittents, ni intérimaires, et ils sont complètement laissés sur le côté. Il y a le cas aussi des gens par exemple de la restauration, de certaines personnes de la restauration intérimaires, qui vont au bout de leurs droits légitimement acquis par le travail qu'ils avaient fourni avant le confinement, et qui n'ont pas d'année blanche et qui vont, à un moment où leurs droits vont s'arrêter, ils n'auront plus rien. Voilà. Et puis évidemment, on parle des intermittents, quand on a un prêt à payer et que nos revenus sont diminués par 3, ça pose un gros problème. Alors avec des gens qui retournent vivre chez leurs parents, qui sont obligés de vendre leur maison, c'est des choses extrêmement concrètes. Il y a aussi une autre catégorie de professionnels dont on ne parle pas trop, mais qui sont plus de 3,5 millions. C'est celui des indépendants, qui n'ont droit aussi à aucune allocation chômage, bien qu'il y ait, depuis l'avant-dernière convention, des droits qui sont ouverts, mais qui sont hyper restrictifs, c'est-à-dire quasiment aucune personne n'est en mesure de pouvoir ouvrir des droits lorsqu'ils viennent de ces secteurs-là. Mais pourtant, ils travaillent tous les mois. Ce sont ceux qui nous apportent une pizza, les livreurs, qui déposent nos courses qu'on a fait par ordinateur derrière notre porte, qui s'occupent de nos serveurs informatiques, voilà, on sait depuis le début des années 2000 qu'il y a une grande proportion de ce type d'emploi qui se développe, mais il n'y a aucun contre-coup au cas où l'activité qui peut être la leur vient à diminuer. Ils se retrouvent avec des revenus on peut gagner 200 balles par mois avec son activité principale, parce qu'avec le Covid, tout d'un coup il y a moins de contrats, il y a moins de clients, et donc voilà, toute cette population-là se retrouve également paupérisée. Vous parlez de réouverture, justement. Dans quelles conditions ce serait envisageable? Est-ce qu'il y a une écoute? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en discussion avec les instances, les autorités? Ou est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Non, je pense qu'on peut pas vraiment en parler. Ce qui est sûr, c'est que la réouverture des lieux seule ne mettra pas fin à ce mouvement. La réouverture des lieux ne peut pas se faire sans un protocole social qui va l'accompagner. Parce que ce qui est dit, c'est que ce qu'on revendique, c'est que souvent, d'ailleurs, les médias relaient l'information qui consiste à dire il faut la réouverture des salles. Les artistes et les techniciens se mobilisent pour leurs conditions de travail et d'emploi. Mais c'est ce que disait Aurélie tout au début aussi, c'est que ces 10 millions la pauvreté, ça représente quand même un chiffre comme ça. Et donc, ce qu'on cherche à vouloir dire et à communiquer, ça passe pas toujours très très bien, parce que les journalistes ne se rendent pas toujours très très compte de la situation dans laquelle un nombre de précaires incroyable se trouve. Mais vraiment, ce qui est défendu ici, c'est pas uniquement ce qui se passe avec les artistes et les techniciens, mais c'est vraiment tout ce qu'il y a comme pauvreté, comme précarité dans cette société qui est invisibilisée. Et à la limite même, on pourrait considérer que les artistes et techniciens se donnent de la visibilité parce qu'ils ont un contact peut-être privilégié avec des médias, parce qu'ils ont une expérience de la lutte de leur régime d'intermittence qui leur permettent de se mobiliser peut-être plus facilement que d'autres catégories socio-professionnelles. Mais la situation dans d'autres secteurs, elle est désastreuse et tout le monde s'en fout. Eux-mêmes ont du mal à se mobiliser. Et c'est aussi pour toutes ces personnes-là qu'on se mobilise. Et ça serait bien si les médias qui viennent nous interroger puissent le dire, quoi. Vous vous souvenez un point intéressant, c'est vrai qu'on entend souvent des artistes qui ont la chance d'avoir une grande popularité, qui, lorsqu'ils ont quelque chose à dire, sont écoutés par les médias. Les techniciens sont des gens de l'ombre. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu éventuellement? On a les mêmes problématiques, hein. C'est la même chose. Un technicien aujourd'hui, comme un artiste, il n'a pas de boulot. Mais encore une fois, ce mouvement dépasse le cadre des intermittents, techniciens ou artistes. Il va bien plus loin. C'est la raison pour laquelle la revendication principale aujourd'hui, c'est le retrait de la réforme de l'assurance chômage.
Est-ce qu'il y a d'autres choses éventuellement que vous pourriez me partager, que ce soit au niveau des revendications, au niveau des moyens d'action? Enfin, je vous laisse la parole. On est à combien de lieux qui nous ont rejoints aujourd'hui? 67, 10 je crois, entre 67 et 70, parce qu'il y en a qui ouvrent en ce moment, il y en a qui ferment. Disons qu'on est bien au-delà de la soixantaine de lieux. En quelques jours, tout au début, il n'y en avait qu'une dizaine, une quinzaine. Et en quelques jours, on est passé de 15 lieux à 60 lieux, des grands lieux, hein, des lieux, des vrais lieux de culture, de l'excellence culturelle, on pourrait dire. C'est un mouvement qui essaime partout en France et même en Belgique, et même au-delà, parce que hier on avait une réunion avec le Brésil, qui essaime parce qu'il est juste, parce qu'il y a quelque chose de juste dans la demande expresse de plus d'égalité pour les travailleurs et les travailleuses précaires, et pour un rééquilibrage entre la société de consommation et la société de culture et de pensée. Voilà. Parce que c'est partout dans le monde, je veux dire, les travailleurs, les enfants qui travaillent pour sortir les différents composants de nos téléphones portables, par exemple, sont des conditions de travail déplorables, que ce soit dans d'autres pays. La précarité, la nôtre, par rapport à celle qu'on peut trouver dans certains pays du monde, c'est quasiment, on a quasiment de la chance d'être né dans la bonne partie du monde, si je puis dire. Mais la précarité au travail, à l'emploi, elle est, on parle des 10 millions de pauvres en France, mais dans le monde, il y a des pays, c'est pas possible. Hein. Et, voilà, c'est quand même quelque chose qui tourne autour du travail, de l'emploi, de l'indemnisation, d'une sauvegarde de sa vie. Tout au long de sa vie, on doit être en mesure de pouvoir travailler. Quand il n'y a pas de travail, on est en mesure de pouvoir être aidé pour continuer à vivre. Quoi. D'accord. Pour en revenir un tout petit peu justement à vos revendications, au niveau du dialogue avec les institutions, est-ce que c'est des porte-paroles? Est-ce qu'il y a des syndicats qui justement portent un petit peu vos revendications au niveau du gouvernement? Madame la ministre. Moi, je ne vais pas pouvoir répondre à ça. Précisément. Il y a beaucoup de choses. Bon, il y a les associations de chômeurs qui se mobilisent depuis pas mal d'années sur ces questions-là. Alors il faut les connaître parce que évidemment ils sont très 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 mal reliés. Il va y avoir évidemment la CGT est présente dans les moments de mobilisation. Certaines parties de la CGT, là c'est sur la CGT spectacle par exemple. Il va y avoir aussi des différentes instances. Comme par exemple les coordinations d'intermittents et de précaires qui se sont montées aussi depuis 2003, qui font un peu le relais non syndiqué de la partie qui se mobilise. Il va y avoir après transversalement tout un tas de collectifs qui travaillent sur les questions par exemple du revenu de base, du revenu existentiel. Toutes ces questions-là, elle est aussi prise à l'intérieur de collectifs qui existent et qui tentent aussi d'apporter cette pierre à l'édifice de la précarité. Enfin, pour enlever les pierres de l'édifice de la précarité. Merci beaucoup de m'avoir consacré le temps. Si vous voulez conclure, la parole est à vous. Sinon, c'est bon pour moi. C'est bon. Continuez à occuper, je ne sais pas si c'est une adresse, hein, mais l'idée c'est que les théâtres sont à nous, les théâtres ont une histoire, le théâtre, je voulais dire ça, le théâtre de l'Odéon s'appelait le théâtre de l'égalité quand il est apparu juste après la Révolution française, c'est quand même intéressant. Et évidemment c'est un haut lieu de lutte de mai 68, donc l'idée c'est que ces théâtres, ces lieux, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, mais appartiennent à tous, sont des lieux de pensée, sont des lieux de réflexion, et sont des lieux qui nous permettent d'être ensemble, d'être des êtres humains pensants et ensemble, et ça fait du bien aujourd'hui dans ce monde qui cherche à nous diviser. Voilà. Occuper, c'est une idée simple, c'est quelque chose qu'on peut se réapproprier dans son quotidien. On peut aller occuper une institution à quelques-uns, on peut aller protester devant, distribuer un tract. Occuper, ça peut être une notion un peu qu'on peut s'approprier dans son quotidien pour des petites choses. On peut occuper à quelques-uns des grands lieux, mais on peut aussi s'emparer de cette notion-là pour en faire ce que l'on veut à partir du moment où ça permet de contrer un peu la rigueur et l'austérité de ce gouvernement. Occuper, c'est aussi construire, ensemble. Aussi, oui. Surtout. Merci beaucoup. Vos prénoms éventuellement? Aurélie.
et Jeff. Du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, notamment ton prénom et ta profession, et me dire un petit peu justement les raisons de ta présence ici aujourd'hui? Je croyais que le théâtre était fermé. Bonjour, donc Rémi Vanderem, je suis secrétaire général d'une organisation syndicale affiliée à la CGT Spectacle, qui est le SYMPTAC CGT, qui est le syndicat qui regroupe les personnels techniques, administratifs et d'accueil du spectacle vivant en général. C'est donc le syndicat national des professionnels du théâtre et des activités culturelles, CGT. À l'initiative, avec d'autres organisations de la Fédération du spectacle, de cette occupation au théâtre de l'Odéon. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort éventuellement et justement développer un petit peu sur la genèse de ce mouvement et des revendications qu'elle porte? Ouais, c'est vrai qu'il y a du bruit partout. La genèse du mouvement, la genèse c'est la crise que nous rencontrons, que le secteur rencontre depuis des années. Il y a maintenant plus d'1 an que de très nombreux professionnels du spectacle, salariés intermittents du spectacle, mais également tous les autres intermittents de l'emploi sont empêchés de travailler et que ce sont des drames humains tout simplement. On ne parvient pas forcément à imaginer les effets de cette crise sur ces travailleurs qui depuis 1 an sont interdits de travailler. Certains, il y a eu quelques adaptations, je pense à l'année blanche pour les salariés intermittents, et puis un très grand nombre de professionnels qui n'ont eu aucune adaptation liée à leur dispositif et qui sont dans une situation dramatique. Quelques exemples justement? Qui sont avec nous dans cette occupation. Il y a les gens de la restauration, les gens tous les intermittents de l'emploi, les maîtres d'hôtel, les conférenciers et conférencières, des attachés de presse, un certain nombre de métiers, de professions qui ne relèvent pas des annexes 8 et 10, comme pour les intermittents du spectacle, et qui sont pourtant dans un encadrement professionnel assez similaire, avec des employeurs multiples, des périodes travaillées, des périodes non travaillées, et qui n'ont eu aucun aménagement au regard de leur dispositif de protection sociale à travers l'assurance chômage qui leur a permis de vivre durant cette période. Donc il y a des drames humains, il y a des situations où les gens dorment dans leur voiture, perdent leur logement, c'est une réalité aujourd'hui après 1 an de cette crise. Et dans ce même temps, il nous est fait des annonces sur une réforme qui avait été décidée par le gouvernement en 2019, sur une réforme de l'assurance chômage qui n'avait pas été mise en application complètement et qui n'a été reportée là que jusqu'au début juillet, et qui sera de nouveau à précariser davantage les gens qui sont dans cette situation. C'est ça qui est incompréhensible, que l'État, dans le contexte, après avoir fait des annonces et avoir fait des emprunts très importants, avoir mis des moyens importants auprès des entreprises pour essayer de les sauver. Nous l'entendons, il y avait beaucoup de choses qui étaient nécessaires, mais concernant les travailleurs, les dispositifs n'ont pas été mis en place et que ces intermittents de l'emploi vont se retrouver, non seulement n'ont pas travaillé depuis 1 an, mais à partir de juillet, vont se retrouver avec des dispositions qui vont à la fois affaiblir leur capacité à ouvrir des droits à l'assurance chômage et dans le même temps baisser leurs droits. L'État annonce l'économie de 1,3 milliard d'euros sur le dos de ses plus précaires. C'est insupportable, on ne l'accepte pas, on le dénonce et on continuera de le dénoncer jusqu'à temps qu'il y ait une décision un peu forte de l'État, du Premier ministre ou du Président de la République avec des arbitrages permettant de ne pas mettre en œuvre. Donc on demande aujourd'hui, compte tenu de la situation, on demande son retrait. On ne demande pas son report de quelques mois, on demande son retrait afin que ces professionnels, que ces travailleurs retrouvent une perspective un peu... on parle de printemps là, qui est une ouverture sur un possible, autrement c'est un drame absolu. Oui, nous avons évoqué les revendications concernant le retrait de l'assurance chômage, qui est celle qui est la plus urgente et la plus nécessaire aujourd'hui.
Il y a d'autres revendications qui sont portées par les occupants un peu partout en France. On a plus de 70 ou 80 lieux aujourd'hui occupés sur le territoire national, y compris dans les dom-toms à l'île de la Réunion. Et nous avons appris que ça s'élargissait à l'international avec le Théâtre national de Bruxelles en Belgique et le Théâtre de Padoue en Italie. Donc c'est un mouvement qui, je pense, va continuer de s'élargir. Ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est non seulement le retrait de la réforme d'assurance chômage qui devrait rentrer en application au 1er juillet. Dans le contexte, c'est insupportable. Nous réclamons des aménagements sur la fameuse année blanche qui avait été mise en place l'an dernier pour les salariés intermittents du spectacle, parce que lors de sa mise en œuvre, il y a eu beaucoup de trous dans la raquette, comme nous disons. Beaucoup de gens n'ont pas été pris en compte, particulièrement les jeunes, ce qu'on appelle les nouveaux entrants ou ceux qui étaient en rupture de droit, n'a été pris en compte que ceux qui étaient indemnisés, alors que nous savons qu'il n'y a que la moitié des professionnels qui sont indemnisés aujourd'hui sur le régime spécifique d'assurance chômage. Donc ça veut dire que ça n'a été ça n'a eu que des effets parcellaires. Ce que nous demandons aussi, c'est un plan de relance, puisque les théâtres ne vont pas ouvrir tout de suite, mais nous sommes en train de crever de faim. Les gens crèvent de ne pas travailler et il faut absolument qu'il y ait des moyens permettant aux professionnels, aux équipes artistiques de pouvoir être salariés avec un plan de relance qui flèche sur l'emploi, sur un retour à l'emploi, pour qu'ils puissent vivre de leur métier tout simplement. Il y a des répétitions qui doivent se mettre en place, il y a des résidences qui doivent se mettre en place, et que pour cela il faut un véritable plan de relance. Il nous a été proposé par le Premier ministre il y a quelques jours une enveloppe de 20 millions qui se rajoutait aux 30, aux alentours de 50 millions. Nous sommes très loin du compte, nous avons fait des estimations, on est plutôt aux alentours de 500 millions qui seraient nécessaires là, et je parle principalement du spectacle vivant à cet égard-là. Pour relancer l'activité, permettre aux salariés de travailler, donc de payer des cotisations, parce qu'une de nos autres revendications est que cette crise depuis un an a complètement vidé toutes les caisses sociales du spectacle, concernant la médecine du travail, concernant la formation professionnelle, concernant... Il est indispensable que les cotisations sociales financent, et comme ça n'a pas été le cas, nous demandons un fonds d'abondement de nos caisses sociales afin qu'il y ait toujours une protection sociale efficiente, parce que même quand les théâtres vont rouvrir, ça ne va se faire que de façon très parcellaire. Il ne va y avoir qu'un professionnel sur 5 environ pourra reprendre un petit peu d'activité, et que donc il faut qu'il y ait une protection forte pour accompagner les autres. Donc voilà, c'est à la fois la protection sociale, le droit au travail, tout simplement, et pour ce faire, oui, une réouverture dans quelques temps. Mais ce n'est pas notre revendication immédiate. Une réouverture aujourd'hui ne réglerait aucun problème au regard de la crise passée. Elle est nécessaire, elle devra intervenir dans quelques temps, mais il faut la préparer. Et pour la préparer, il faut ce plan de relance. Il faut un accompagnement des professionnels avec une protection sociale digne de ce que l'on souhaite pour la vie de ces professionnels de la culture en France. Où en est le dialogue, on va dire, et qui sont les acteurs de ce dialogue? En France, traditionnellement, les acteurs du dialogue sont les partenaires sociaux, donc les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, dont fait évidemment partie la Fédération du spectacle CGT, qui est l'organisation la plus représentative dans le secteur du spectacle. Nous avons des rencontres depuis des mois et des mois. Nous avons encore ici, la ministre s'est déplacée et est venue à notre rencontre après 2-3 jours d'occupation, et nous lui avons redit ce que nous lui avions dit il y a 2 mois, et elle nous écoute et elle nous dit oui, bien sûr, nous comprenons, nous sommes solidaires, mais il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'arbitrage financier pour permettre de mettre en place ce plan de relance. Il n'y a pas d'arbitrage au niveau du ministère du Travail pour apporter des réponses concernant la situation des plus précaires en France et le dispositif d'assurance chômage. Donc oui, nous avons des échanges réguliers. La Fédération du spectacle échange régulièrement avec le cabinet de la ministre, avec la ministre, avec les services de l'administration centrale du ministère de la Culture. Mais ça reste
ça reste une écoute sans réponse. Sans réponse, ça reste une écoute. Mais il n'y a pas de mise en œuvre concrète par rapport. Nous avons des propositions écrites qui ont été déposées déjà au mois d'avril dernier. Très rapidement, nous avons fait des propositions précises et elles sont en partie prises en compte, mais jamais à la hauteur de ce qui serait nécessaire, ni de façon économique, ni dans leur articulation. Oui, il y a toujours des arbitrages qui ne répondent pas aux besoins, tout simplement. Vous pouvez me dire quelques mots justement sur les promesses ou en tout cas les engagements que vous avez entendus et que vous espérez voir mise en œuvre de la part de Madame la ministre ou des instances le périmètre de la ministre de la Culture est limité au périmètre des professionnels du spectacle. Comme nous avons des revendications un peu plus larges concernant l'ensemble des intermittents de l'emploi, c'est sûr qu'elle ne peut pas nous répondre à cet endroit-là. Là, c'est des échanges que nous avons avec la ministre du Travail ou avec le Premier ministre quand on a eu l'occasion de le rencontrer dernièrement. D'autres fédérations. Ils nous disent apporter toutes les réponses. Ils en sont convaincus. Ils disent qu'ils font des efforts extraordinaires d'avoir trouvé 30 millions supplémentaires. Voilà, c'est simplement qu'on n'a pas du tout la même perception des besoins du monde du spectacle ou plus largement des professionnels, des travailleurs en France qui sont j'ai le sentiment de me répéter, mais je veux dire qu'ils sont dans une situation dramatique et auquel on apporte un sparadrap. Voilà. Donc il y a eu des décisions, des arbitrages, des choix qui ont été faits. Vous connaissez la théorie du ruissellement. On nous annonce qu'il y a eu des milliards qui ont été mis sur la table dans le secteur culturel auprès des entreprises pour qu'elles ne fassent pas faillite, etc. Bon, il se trouve que ces milliards ne ruissellent pas. Il se trouve que ceux qui font la culture, les travailleurs de la culture, ne bénéficient pas de cette manne financière, de ce qui a été apporté pour sauver les entreprises ou leur permettre de ne pas trop licencier. Ils mettent tout dedans, hein. Ils mettent l'activité partielle, des salariés permanents, mais ça ne suffit pas. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce que vous voudriez conclure, revenir sur un ou deux points qui n'auraient pas été abordés? Enfin, je vous laisse la période de façon libre, on peut en rester là, c'est comme vous souhaitez. Difficile de conclure, à savoir si tous les sujets ont été traités comme ça. Évidemment que j'en oublie, j'oublie des spécificités, j'oublie des situations particulières. L'essentiel est un mouvement qui ne cesse de grossir, avec 80 lieux occupés aujourd'hui en France, quelques lieux à l'international, en Belgique, en Italie, un soutien extraordinaire, ici, y compris ici, au cœur du 6e arrondissement. Tous les jours, il nous a apporté les moyens de poursuivre cette occupation. Il nous a apporté des plats chauds, il nous a apporté des couvertures, des matelas. Il y a vraiment un élan de solidarité par rapport au mouvement qui est essentiel pour qu'on puisse tenir, mais qui est surtout réconfortant. Et je tiens à remercier tous ces particuliers ou ces organisations aussi, certaines organisations qui ont souhaité apporter leur soutien et qui le font quotidiennement. Merci beaucoup. Je suis comédien, je m'appelle Mathieu, et ce qui m'amène ici, sans doute que si on remonte la chaîne, c'est à la fois la pandémie mondiale et la situation politique de notre pays. Et concernant justement votre profession, elle est aussi très touchée par la crise. Est-ce qu'il y a, on a entendu parler d'un certain nombre de revendications ici, est-ce qu'il y a des revendications quelles sont-elles? Les revendications? Oui. Il y a une revendication de départ qui a donné lieu à cette occupation du théâtre de l'Odéon, c'est
la demande du retrait immédiat de la réforme de l'assurance chômage. D'autres ici ont dû vous le dire, qui est une réforme qui a été votée et qui est particulièrement agressive à l'égard des plus fragiles et qui tombe comme par un effet, au-delà du cynisme, enfin par un effet de l'absurdité du monde dans lequel on se trouve, qui tombe en période où les plus fragiles sont encore plus fragilisés par cette pandémie. Et donc cette pandémie met au jour la précarité des précaires et, disons, l'irresponsabilité des puissants. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu justement concernant votre situation, si vous avez pu être aidé comme il le fallait par le gouvernement, que tout s'est passé comme il faut, ou est-ce que vous avez aussi subi une certaine forme de précarité? Pour répondre précisément, d'une part, les conséquences de cette pandémie sur notre profession, en l'occurrence, je parle pour moi, c'est beaucoup de travail jusqu'à l'apparition du virus et puis plus du tout de travail depuis, mais c'est pas important ça, c'est pas très grave. C'est ce que je veux dire, on est les intermittents du spectacle, ceux qui ont eu la chance d'avoir leurs heures, etc., enfin vous connaissez l'histoire, sont d'une certaine façon privilégiés, même s'ils sont privés de leurs moyens d'expression, mais ils bénéficient de l'assurance chômage. Simplement, on est ici, pas seulement des intermittents du spectacle, mais comme vous avez pu le voir, des précaires de plusieurs professions, unis autour de cette revendication qui est le retrait de cette réforme. Et je crois précisément que ce qui m'a amené ici, c'est, après l'impulsion première, plus j'y pense, plus je m'aperçois qu'il y a un symbole magnifique dans le fait que ce grand théâtre national, cette grande institution culturelle nationale et européenne, puisqu'il s'agit du Théâtre national de l'Odéon, Théâtre de l'Europe, que ce lieu, ce temple de la culture abrite aujourd'hui les plus fragiles et leur serve de tribune, je crois que c'est quelque chose de très important en soi. Il y a ici des intermittents, pas seulement du spectacle, ce qui est très important, parce que là, et en effet, il y a une solidarité entre des gens de l'hôtellerie, les gens qui sont à l'extérieur du théâtre et qui viennent tous les jours à 14h sont un soutien considérable et un relais, ne serait-ce que par les images qui sont diffusées de leur présence. Et puis, il y a le fait qu'à l'intérieur de l'Odéon sont rassemblés. Et, enfin, je me répète, mais excusez-moi, je suis fatigué, je viens de parler très fort, très longtemps là-haut, là, sans micro. Et si vous voulez conclure, la parole est libre à l'établi. Il est très important que ce lieu qui est le point de départ, comme vous le savez, d'un mouvement qui est en train de se propager, non seulement à travers le pays avec 70 théâtres occupés à peu près, mais qui commence à se diffuser en Italie, en Belgique. Il est très important, symboliquement, mais les symboles c'est très important, que le point de départ de ce mouvement soit un théâtre que les plus fragiles se sont réappropriés
tous ensemble. Il ne faudra pas l'oublier. Merci beaucoup. Oui, bah alors voilà, moi je suis nouvelle dans le monde du spectacle. J'ai fait l'ENSET il y a 1 an. J'ai terminé l'ENSET en formation continue de scénographie. Je n'ai pas le statut d'intermittent du spectacle. Je suis à la Maison des artistes parce que j'étais scénographe d'exposition avant. En effet, la plupart des scénographes de toute façon n'ont pas non plus de statut d'intermittent. Donc c'est assez difficile de se sentir légitime dans des combats. Pendant ce temps-là, En général, enfin non, c'est pas vrai d'ailleurs. C'est pas facile de on se sent pas illégitime, mais on se sent un petit peu forcément seul par rapport à notre difficulté. Et je trouve ça bien justement de se réunir ici pour pouvoir s'exprimer un petit peu, pour pouvoir se rendre compte qu'on n'est pas seul. On va pouvoir peut-être faire bouger les choses ou au moins discuter entre nous, se rassurer et aussi communiquer et se donner des perspectives, même si elles ne sont pas par rapport à un gouvernement ou par rapport à ce qui va se passer comme des blocages, mais au moins des perspectives personnelles. Voilà, donc je trouve ça important, moi, de nous donner un peu l'impression que les choses peuvent bouger, au moins entre nous, et qu'on peut créer des liens, même dans ce contexte-là. Donc voilà, je dirais pas que c'est une occasion, vu qu'on a peu de représentation pour se rencontrer, c'est vrai que c'est important aussi de créer des événements comme ça. Alors j'ai vu que vous aviez enlevé votre masque à cause de la cigarette. Vous pouvez juste le remettre un petit instant Ouais. pour qu'on comprenne bien que les gens sont quand même conscients de la pandémie. Bien sûr, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous pouvez juste me rappeler votre prénom? Esther, Esther, donc scénographe depuis peu. voilà. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises parce que c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Non, justement, c'est très bien parce que j'ai besoin. Moi, je suis réalisateur indépendant, plus que journaliste en vrai. Et indépendant, on galère tous, quoi. Donc, Voilà. Et je pense que ce souci d'être indépendant, voilà, il est en fait, il est valable pas que dans le théâtre. Je crois qu'on a beaucoup d'endroits où on peut se retrouver. Mais le problème, c'est que évidemment, on n'a pas de mouvement vraiment d'indépendant parce que justement, on est indépendant et du coup assez seul. Et je trouve que ce serait important aussi de pouvoir parler enfin, même avec tous nos problématiques très personnelles, de pouvoir se regrouper et discuter dans des espaces voilà, autour de causes, même si c'est pas le théâtre pour tout le monde, mais que tout le monde vienne là aussi partager ses problèmes d'indépendants ou même de salariat. Et je trouve que c'est pas, ça ne concerne pas que le théâtre, justement. Et que donc ce serait bien de profiter de ces mouvements-là pour pouvoir créer d'autres choses avec aussi d'autres gens, et que ce ne soit pas fermé en théâtre. merci beaucoup. Demain, moi je ne serai pas parce que. Mais il y en aura d'autres. Vous allez jouer là? Oui. Moi je m'en chie. Vous avez pas joué? T'es quand tu ce soir? Ce soir.
ça.